Bonsoir et bienvenue sur Athénée Noctua, votre podcast de philosophie du vendredi soir. Je vous propose ce soir de réfléchir, dans le cadre de la notion la violence au programme des ECG et des ECT cette année, à la façon dont la vue d'un visage pourrait constituer un frein à la violence. Je m'appuierai sur un auteur important dans l'histoire de la philosophie, qui est Emmanuel Levinas, un auteur qui est né en 1906, mort en 1995, auteur que je mettrai en relation avec des tableaux et notamment avec le travail pictural de Francine Mayran, M-A-Y-R-A-N, et notamment ses portraits de déportés, de victimes ou de proches de victimes ayant vécu la Shoah. Dès 2008, cet artiste peintre, qui est psychiatre de formation, Francine Mayran, sous l'influence des œuvres d'un artiste antérieur qui est Anselm Kiefer, lequel interroge dans ses œuvres le rapport de l'art à la mémoire, décide donc de peindre plus de 100 portraits de victimes de l'Holocauste ou de fils et filles d'individus morts dans les camps, avec cette idée que toutes ces victimes devraient avoir leur portrait, car aucune d'entre elles ne devrait être oubliée. Ainsi, elle va représenter une centaine de visages. Chaque toile est un visage en gros plan, à qui est rendu son nom, son prénom, parfois des noms assez célèbres. On pourra reconnaître par exemple Simone Weil, Elie Wiesel, Anne Frank, Primo Levi, et même Boris Cyrulnik, puisqu'il a été un enfant juif caché, menacé par la Shoah, ou encore Serge Karlsfeld, descendant orphelin d'un père déporté. À côté donc de ces portraits bien connus, d'autres portraits d'individus que nous ne connaissons pas et auxquels Francine Mayran accorde autant d'importance qu'au premier, en faisant une sorte d'enquête pour restituer sur des visages des noms et inversement sur des noms des visages. Ce qui surprend lorsque l'on regarde ces œuvres, c'est la dimension frontale des visages. Certains, la plupart, regardent de manière directe le spectateur de l'œuvre, pour ainsi dire dans les yeux, comme s'il allait s'adresser à ce dernier. D'autres ne prennent pas par leur regard le spectateur à partie, mais semblent pris dans un éclat de rire, c'est le cas d'Anne Frank, ou dans une conversation, la bouche légèrement entr'ouverte. Ces portraits semblent pris sur le vif, ils ont presque une dimension photographique, tant les sujets représentés semblent vivants. Loin d'être traités de manière anonyme, comme beaucoup d'œuvres qui abordent la manière dont le nazisme a cherché à détruire l'identité de chacun des individus déportés dans les camps, Francine Mayran restitue avec beaucoup de réalisme les traits de chacun de ces individus. Le visage est au cœur de son travail. En rendant chacun reconnaissable parce que les personnes représentées sont connues, ou reconnaissable pour ceux qui les ont connus, Francine Mayran restitue quelque chose d'essentiel, une reconnaissance, que ce qui a été, que ces individus ont bien existé. La question à présent que je me suis posée est la suivante: dans quelle mesure le visage fait-il frein à la violence? Je travaillerai donc, je vous l'ai annoncé, sur cet auteur Emmanuel Levinas, qui a abordé cette question du visage. Mais qu'entend Levinas par visage? Le visage, chez Emmanuel Levinas, n'est pas ce que l'on appelle vulgairement de ce nom. Autrement dit, ne désigne pas nos traits physiques, l'apparence physique visible, mais désigne quelque chose qui relève d'un invisible autant que du visible. Autrement dit, pour Levinas, le visage déborde sa forme visible. D'abord parce qu'un visage, ça n'est pas qu'un faciès, c'est d'abord une présence. Toute relation humaine commence par un face-à-face, explique-t-il dans son ouvrage Totalité et infini. Une relation d'unique à unique. Toi, moi, nos deux visages, l'un face à l'autre. Ce débordement, c'est ce que Levinas appelle sa nudité.
Voir le visage de quelqu'un, c'est voir quelque chose qui s'expose à nu. C'est voir sa vulnérabilité, sa singularité. Un visage n'est pas caché par un vêtement. Un regard se voit, un sourire, une fragilité. La vulnérabilité de l'autre se voit au visage. Quand je suis face à un visage, par-delà les traits, c'est l'homme que je vois. Il écrit « Le visage est signification et signification sans contexte ». Cela signifie que la vue d'un visage n'est pas la vue d'un individu dans un contexte. Quand je vois ton visage, je ne vois pas chez toi le président, l'inspecteur, le professeur, la mère. Je vois juste un être humain dans sa nudité radicale. J'ai vu tes pleurs, j'ai vu tes rires, j'ai vu ton visage, j'ai vu ta vérité, ta nudité. Lévinas a cette formule extraordinaire, le visage parle. Le visage parle, quand bien même nous ne disons rien, quelque chose parle en nous. Et que dit ce visage? Eh bien, ce visage nous en impose, dit Lévinas. Il nous en impose parce qu'il nous prend de haut, il nous assiège, ce visage, non pas par sa force, mais par sa faiblesse, par sa vulnérabilité. Il nous commande de ne pas tuer la personne, qui délivre ainsi sa vulnérabilité en montrant son visage. « Tu ne tueras point », dit le visage. Dans Éthique et Infini, Lévinas écrit « Le visage est ce qui nous interdit de tuer ». En faisant allusion à l'un des 10 commandements que l'on trouve dans l'Ancien Testament, Lévinas évoque le pouvoir d'un visage qui, par sa présence même, par sa nudité, me commande de ne pas le tuer, mais plutôt de l'aimer, de le respecter. La notion de commandement prend un sens éthique chez Lévinas, car la vue de ce visage appelle à un certain type de comportement, un certain type d'éthos, terme qui a donc donné l'éthique. Paradoxalement donc, c'est la vulnérabilité, la faiblesse de cet autre qui m'en impose. Il écrit que l'autre me prend de haut, mais non pas en m'assiégeant ou en m'imposant sa force, mais sa faiblesse précisément. Il m'en impose et me commande de l'aimer. On comprend qu'il soit bien plus facile de mettre un coup de couteau dans le dos, comme on dit vulgairement, car quand l'autre est de dos, je ne vois pas son visage. Ce visage ne peut plus me commander de réfréner mon geste violent. Plus difficile, en revanche, d'affronter et d'agresser un individu lorsqu'il nous regarde dans les yeux, lorsqu'il nous regarde de face. Précisément, lorsque Lévinas aborde le thème de la guerre, il rappelle que dans la guerre, je ne vois plus le visage, je ne vois plus l'homme, la condition nue et misérable de tout individu qui vit sur terre, qui est confronté, comme tout un chacun, à sa finitude. Je vois le contexte, je vois l'Allemand, je vois le Juif, je vois l'Israélien, le Palestinien, mais je ne vois pas l'homme. La guerre est le propre d'un moi qui ne voit plus l'autre, qui est rivé à lui-même ou qui réduit l'autre à son contexte. Or, vous vous souvenez, le visage est signification, et signification sans contexte. Dans la guerre, je me ferme à la présence de l'autre. Cette fermeture à l'altérité va jusqu'à refuser de voir le visage de l'autre. Et au lieu de voir l'autre dans son altérité, sa fébrilité, sa vulnérabilité, son identité individuelle, ce qui fait de lui à la fois un être unique et un homme, comme j'en suis un, eh bien, je vais le caricaturer, réduire le juif à la forme de son nez, le noir à ses lèvres lipues ou à ses cheveux crépus. Au lieu de voir qu'il y a là, face à moi, un être humain, je le réduis à ce qu'il n'est pas. Je refuse de voir son visage, en le réduisant à un faciès, à des traits précisément. La philosophie a cherché très tôt comment échapper à la violence, et a souvent trouvé, dans le recours à la parole raisonnée, à une parole échangée avec autrui, donc au logos, les moyens de substituer un peu d'ordre au désordre,
un peu de clarté et de mesure à l'obscurité et à la démesure, un peu de liberté à l'aliénation. De manière assez classique, Lévinas, lui aussi, oppose à la violence la raison, le langage, la morale. Pour autant, il insiste tout particulièrement sur la nécessaire prise en compte de l'autre, cet autre donc qui se manifeste à travers cette présence de son visage au sens lévinassien. Dans son ouvrage Difficile liberté, voici comment il définit la violence. Est violente toute action où l'on agit comme si on était seul à agir, comme si le reste de l'univers n'était là que pour recevoir l'action. Est violente par conséquent, aussi, toute action que nous subissons sans en être en tout point les collaborateurs. Dans cette formule, il insiste donc sur le caractère égoïste, solitaire, individualiste de celui qui s'adonne à la violence, et qui est donc sans égard pour tout un chacun. Pour ne pas céder à la violence, il faut donc d'abord quitter cette solitude. Et il insiste bien sur le rôle positif de la conversation. Donc, s'il reprend la thématique très classique du logos, de la parole qui permet de dépasser la violence, ça n'est pas la parole en général, mais c'est la parole qui me permet d'établir un lien avec autrui, c'est-à-dire d'entrer en conversation avec lui. Je le cite encore, « Le fait banal de la conversation quitte par un côté l'ordre de la violence. Ce fait banal est la merveille des merveilles. » Voilà, un fait banal, je discute avec quelqu'un et à partir du moment où je discute avec ce quelqu'un, je me décentre un peu de ma propre solitude, de mon rapport égotiste ou égoïste. Parler à quelqu'un, c'est le moyen de rompre la violence de la solitude, d'utiliser l'autre, une médiation, pour se décentrer un peu de soi. Je reconnais en autrui un interlocuteur, j'ai regardé son visage, je lui parle. En revanche, lorsque je veux agresser cet autre, je refuse de lui parler, je refuse de dialoguer, je ne le regarde pas dans les yeux et je fais en sorte de ne pas voir son visage. Ce visage, je peux vouloir le cacher, je peux vouloir l'avilir, je peux vouloir le violenter. Cracher à la gueule de quelqu'un, brûler le visage de quelqu'un à l'acide, c'est dire « il n'y a que moi, je te domine, tu n'es rien, l'autre n'existe pas. Et comme tu n'existes pas, eh bien je vais t'annihiler. Le commandement « tu ne tueras point » n'a plus de valeur, n'a plus ce pouvoir de commandement si un visage est préalablement nié. Alors c'est vrai que converser ensemble, ça n'est pas simplement de mon côté te parler, c'est aussi t'écouter, c'est prendre en considération ton altérité. Une parole unilatérale, une parole qui hurle et empêche l'autre de répondre ou de s'exprimer, une parole qui repose sur l'absence d'écoute du point de vue de l'autre, n'est pas une parole authentique pour Lévinas. Et cette dernière n'est bien sûr pas capable d'enrayer la violence puisqu'elle l'entretient et même l'exprime à travers des injures par exemple. Ainsi, face au visage de l'autre, je me sens appelée à, je cite, « ne pas exister violemment et naturellement ». Ne pas exister violemment et naturellement, c'est parler, c'est m'adresser à l'autre, lui répondre, lui céder la première place, une place souveraine. Renoncer donc à ma propre domination. Céder cette place, c'est précisément ce que l'être violent n'admet pas. Le violent ne veut pas sortir de soi, il veut toujours y faire retour, s'imposer à l'autre, nier l'indépendance d'une existence autre que la sienne. Il veut s'approprier la liberté de l'autre et son altérité. Il cherche à nier son humanité. Dans l'étoile de Francine Mérand, à côté de chaque visage, il y a des chiffres. Des chiffres dans le désordre, de 0 à 9, composant des suites ininterrompues. Est-ce le nombre des morts dans les camps? Des traces de tatouages à l'entrée des camps puisqu'on perdait son nom, son identité, son humanité, en ayant un numéro tatoué sur le poignet, indélébile, à moins que ces chiffres n'expriment la soumission de l'humain à l'inhumain des nombres, à la folie meurtrière organisée de manière méthodique, scientifique. Quelle que soit la signification que l'on donne à la présence de ces chiffres,
Ils sont là en arrière-plan. Ils sont en train de s'effacer doucement, moins visibles que les visages dont la présence nous happe littéralement. Nous pourrions y voir la manifestation physique, picturale, de ce commandement dont parlait Lévinas. Quelque chose en impose, ce visage en impose. Il nous dit voilà, tu me vois, j'existe, j'ai existé. Ta science mortifère n'a pas eu raison de ma présence, mon visage s'impose encore devant toi. Ne le vois pas comme ton ennemi, car ce visage est un homme, aussi faible et désemparé que toi, aussi digne et respectable que toi. Cette analyse s'achève, je vous remercie de l'avoir suivie. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mon travail, à soutenir la chaîne avec un petit pouce en l'air. Je vous retrouve très vite sur Athénée Noctua pour philosopher un peu à l'heure bleue.